Au sommaire, désormais au Burkina Faso, le citoyen lambda peut dénoncer des faits de corruption. C'est une loi qui lui confère ce pouvoir. Comment se fait la dénonciation et quelles en sont les implications? Tous les détails en début de journal. Depuis 4 ans maintenant, Titao est sous blocus des groupes armés terroristes, mais la population reste résiliente et tente de revivre pour une meilleure cohésion sociale entre les communautés. L'ONG EDUCO et ses partenaires ont mis en place le projet Améliorons nos vies. Le programme a été matérialisé par une journée communautaire dans cette localité martyre. Pour les 2 matchs amicaux à venir, le tout nouveau sélectionneur des étalons a dévoilé sa liste. Ce sera sans Bertrand Traoré, Issoufou Dayo et Hervé Kofi, des cadres mis à l'écart pour tester de nouveaux joueurs. Tous les enseignements de cette liste de 25 joueurs à suivre également. Vous avez choisi la télévision BF1 et vous faites bien. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Je vous le disais à l'instant, pour les dénonciations de faits de corruption au Burkina Faso, il n'y a plus que les organismes spécialisés tels que le RENLAC ou la LCLC. Désormais, tout citoyen témoin des cas de corruption avérés peut les dénoncer. C'est un décret gouvernemental datant du 21 février dernier qui l'autorise. La question est maintenant de savoir comment et quelles sont les implications. Benjamin Kwame nous donne quelques détails. Le décret a été pris en Conseil des ministres le 21 février et promulgué le 14 mars 2024. Les corrompus dans l'administration publique burkinabé seront dénoncés formellement. Pour donner le ton et un cadre juridique à cette décision, le président de la transition Ibrahim Traoré est le premier à signer ce document, suivi du Premier ministre, des ministres de la fonction publique, de l'économie, de l'administration territoriale et de la justice. Concernant les conditions et les modalités de dénonciation des faits de corruption et infractions assimilées et tout ce qui est mauvaise pratique de l'administration, celui qui dénonce peut d'emblée le faire auprès du supérieur hiérarchique de l'agent fautif. Mais qu'entend-on par mauvaise pratique? Eh bien, le décret indique clairement que c'est le fait pour un agent dûment renseigné dans l'administration et qui manque à ses obligations professionnelles. En d'autres termes, vous êtes un agent du public et rémunéré aux frais de l'État, vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes payé, c'est une mauvaise pratique et on peut vous dénoncer. Il y a aussi les règles édictées par l'administration qui sont foulées aux pieds pendant l'exercice de ses fonctions, parlant de l'agent en question. Pour dénoncer donc tous ces cas, le document indique qu'il faut retracer les faits reprochés, les éventuels témoins, les dates et lieux et autres éléments qui pourraient amener à apprécier mieux la corruption. Quand tout cela est formulé, une copie de la dénonciation est déposée au cabinet du président du Faso par tout citoyen et la dénonciation est accompagnée de récompenses. Si les faits sont avérés, la récompense viendra du ministre Bassolma Bazié, de Aboubakar Nakanabo et de Maître Rodrigue Bayala, en plus des mesures de protection que la loi donne à la personne qui dénonce. Mais attention, si la dénonciation est calomnieuse ou abusive, ou si vous dénoncez avec des faits infondés basés sur des règlements de compte, par exemple, ce même décret est clair. La même loi censée vous protéger ne s'appliquera plus pour votre protection. Mieux encore, monsieur le dénonciateur, pour employer ce néologisme, peut être poursuivi conformément aux autres tests en vigueur, pour qu'il sache qu'on ne dénonce pas pour dénoncer, mais bien plus pour réduire considérablement ce phénomène de corruption qui a assez duré dans l'administration publique burkinabé. L'opportunité est ainsi donnée aux populations d'être des acteurs importants dans la lutte contre la corruption. Ils pourraient déjà porter leur curiosité sur l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, un projet de développement des collectivités territoriales. À Bobo-Dioulasso, les travaux ont débuté avec la construction de voiries et le nettoyage des dépotoirs sauvages installés en pleine ville. Le Bureau national des grands projets est allé au constat pour voir l'avancement des différents chantiers. Majid Bakouan et Benjamin Kwame. De secteur en secteur, l'équipe du Bureau national des grands projets visite les activités réalisées dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire à Bobo-Dioulasso.
Il s'agit principalement de travaux de rechargement de voies et de suppression de dépotoirs sauvages. Les visiteurs du jour sont venus féliciter et encourager les acteurs de mise en œuvre de ce programme présidentiel dans la ville de Sia. Du constat que nous avons fait, vous avez vu qu'il y a d'énormes défis. D'abord un défi communicationnel et un défi même de sensibilisation de la population pour l'appropriation même de l'initiative. Parce que qui dit initiative dit appropriation. Si la population elle-même ne s'approprie pas de l'initiative, vous conviendrez avec moi qu'il serait difficile. Mais déjà nous avons constaté sur le terrain avec la coordination du PDS de Bobo, avec les PDS d'arrondissement, la détermination de ces représentants de collectivités pour en tout cas faire de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, boussole du développement communautaire dans nos collectivités. Lancée en 2023, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire est mise en œuvre à Bobo-Dioulasso avec l'implication des présidents des délégations spéciales. Elle se fait de façon tournante dans les différents arrondissements de la commune. Nous pouvons faire globalement, elle est satisfaisante. L'engouement est naissant, l'engouement existe. Nous avons lancé ici même courant décembre l'initiative présidentielle pour la composante 1 qui a consisté à reprofiler cette voie qui était extrêmement dégradée. Et dans les semaines qui ont suivi, nous avons procédé dans le cadre de la composante 2 à l'assainissement, notamment à travers plusieurs sites à travers la ville et ensuite à travers des opérations rotatives d'assainissement. Je pense que la mayonnaise est en train de prendre, comme le disent les autres. Nous sommes en train de faire une œuvre éducationnelle et il faut que cela prenne du temps pour qu'on puisse constater le fruit. Mais d'une manière générale, nous saluons l'implication des communautés, nous saluons l'implication des opérateurs économiques qui accompagnent fortement toutes les actions entrant dans le cadre de l'initiative présidentielle et de l'ensemble des administrations déconcentrées comme décentralisées. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire prend en compte 3 composantes. Il s'agit de réalisation et la réhabilitation des infrastructures socio-économiques, de l'amélioration du cadre de vie et du renforcement des capacités des communautés à la base. Au ministère en charge de l'économie et des finances, c'est l'heure du bilan des projets et programmes pilotés par le 10 départements au titre de l'année 2023. Il ressort que sur une prévision de 200 milliards de francs CFA, près de 148 milliards de francs ont été injectés dans la réalisation de services sociaux de base au profit des populations, des performances en hausse par rapport à 2022 selon les acteurs qui indiquent cependant que la crise sécuritaire a fortement impacté la mise en œuvre des projets dans certaines zones du pays. C'est une première revue des projets et programmes de l'année 2024 qui vise à consolider la dynamique engagée dans la réalisation des missions au ministère en charge de l'économie et des finances. Une occasion de faire le point de l'exécution des projets et programmes de l'année écoulée. Selon les acteurs, le bilan est plutôt positif en dépit de quelques difficultés liées notamment à la situation sécuritaire et au déblocage tardif des ressources auprès de certains partenaires. Les projets et programmes dans leur ensemble ont réalisé un taux moyen de 78%, contre 62 en 2000, non, contre 52 plutôt en 2022, donc ce qui est quand même réduisant. C'est vrai que nous ne nous satisfaisons pas totalement de ça, c'est pour cela qu'au cours de ces échanges-là, nous allons aussi analyser de près tous les facteurs. Et pour l'année 2024 aussi qui commence, il y a une programmation qui est faite. Donc il faut aussi passer en revue cette programmation et puis voir ce que l'on peut faire ensemble comme recommandations et suggestions aux différents coordonnateurs des projets et programmes pour améliorer en fait les performances en 2024. Au cours de cette session, il ressort qu'en 2023, sur une planification d'environ 200 milliards de francs CFA, c'est plus de 148 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la réalisation des services sociaux de base au profit des populations. Des infrastructures socio-économiques ont été réalisées pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. Et donc, il y a au total 284 salles de classe et beaucoup de bâtiments administratifs qui ont été réalisés. Et plus de 18 complexes scolaires
ont été réalisés, 24 CSPS et des forages ont été construits. Et plus de 70 personnes déplacées et leurs hôtes ont bénéficié de cash transfert d'un montant d'environ 7 milliards au total. Gestionnaires de projets et programmes, financiers, statisticiens, tous interviendront au cours de cette session pour mieux peaufiner les plans de travail budgétisés élaborés pour l'année 2024. Ils se chiffrent à près de 230 milliards de francs CFA. À présent, voyons ensemble ce chiffre. En 2022, le paludisme a causé la mort de plus de 4000 personnes au Burkina Faso. Première cause de décès, la maladie est aussi la première cause de consultation et d'hospitalisation, et ce depuis plusieurs années. C'est une situation qui pèse lourdement sur le système sanitaire du pays. Le comité national qui pilote la lutte contre le paludisme réfléchit donc aux actions à mettre en œuvre pour minimiser son ampleur, voire l'éradiquer. Les acteurs fondent leur espoir sur le vaccin contre le paludisme dont les toutes premières doses ont été récemment administrées aux enfants dans quelques districts sanitaires du pays. Maxime Boudou. Ces experts de la santé font le point de la situation épidémiologique du paludisme pour l'année 2023. En attendant la validation des résultats, il ressort que plus de 13 000 cas ont été enregistrés en 2022 au Burkina Faso avec 4 243 décès. Ce comité national de pilotage examine aussi les stratégies émises par les commissions spécialisées pour l'élimination du paludisme. Elles sont axées sur la prévention, notamment à travers la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action et la destruction des gîtes larvaires. En 2023, nous avons procédé donc à la destruction du gîte larvaire dans les villes de Ouaga et Bobo. Mais pour 2024, cela va s'étendre à l'ensemble du territoire. Nous avons aussi la prévention que nous appelons la prévention donc médicamenteuse. Il s'agit notamment de la chimioprévention du paludisme saisonnier que nous faisons donc tous les ans au bénéfice des enfants de moins de 5 ans. Et il y a aussi la prévention chez la femme enceinte. Pour éradiquer cette pathologie, le pays opte pour l'expérimentation du vaccin contre le paludisme. Le projet est en cours d'exécution et les premières doses ont été injectées aux enfants. Quant à la disponibilité du vaccin, ces experts rassurent. Il a fallu véritablement arracher des vaccins. Et le Burkina, donc justement, avec le leadership de M. le ministre de la Santé, a réussi à en avoir pour 27 districts sanitaires. Et il était question pour nous de faire de telle sorte que toute goutte qui peut être utilisée pour protéger les enfants du Burkina Faso puisse l'être. Et c'est comme ça donc que ces 27 districts sanitaires commenceront. Mais comme on l'a dit, dès que disponible, l'extension se fera à l'ensemble donc du territoire burkinabé. Cette rencontre fait office de première réunion de l'année du Comité national de pilotage de la lutte contre le paludisme depuis sa mise en place en juillet dernier. Elle est également l'occasion pour les acteurs de la santé de valider les résultats des travaux entamés le 4 mars dernier sur le plan opérationnel de lutte contre le paludisme couvrant la période allant du 25 octobre 2025 au 30 septembre 2026. Je vous le disais en titre, ce sont des images qui donnent de l'espoir et elles nous viennent de Titao, chef-lieu de la province du Loroum dans le nord du pays. Depuis près de 4 ans maintenant, la localité est sous blocus des groupes armés terroristes, mais la population reste résiliente et tente de revivre pour une meilleure cohésion entre les communautés. L'ONG EDUCO et ses partenaires ont mis en place le projet Améliorant nos vies. Le programme a été matérialisé par une journée communautaire à Titao. Plusieurs activités étaient au programme. Le récit de Maxime Boudou. La région du Nord, à l'instar de nombreuses localités du Burkina Faso, connaît des crises liées à l'accès des ressources naturelles. Ces multiples crises ont exacerbé les tensions communautaires, mettant à rude épreuve la cohésion sociale. C'est donc pour favoriser le vivre ensemble entre les communautés que le projet Améliorons nos vies dans sa composante cohésion sociale tient cette journée des communautés sous le thème Population de Titao pour la paix et la coexistence pacifique intra- et intercommunautaire. Engageons-nous. L'initiative portée par un consortium d'ONG dont EDUCO assure la mise en œuvre des activités de cohésion sociale.
Cette activité qui a été réalisée avec l'appui financier de l'Union européenne est un franc succès pour les organisateurs au regard de la forte mobilisation. Vous savez, EDUCO est une ONG de coopération globale avec pour vision un monde où les enfants jouissent de leurs droits en toute dignité. Et nous avons des valeurs également qui sont la participation, la transparence, la non-discrimination. Donc à travers ces éléments, EDUCO ne pouvait qu'accompagner cette activité. Un cross populaire, une conférence sur le thème « Les mécanismes endogènes de gestion des conflits », un village des communautés, cadre d'expression artistique et culturelle de toutes les communautés, des jeux de société, voilà entre autres les activités qui ont meublé la journée. Une belle initiative de l'avis des autorités provinciales, car elle s'inscrit en droite ligne de la vision du gouvernement en matière de vivre ensemble au sein des communautés. C'est une initiative qui est vraiment à saluer, elle est la bienvenue, en ce sens qu'elle s'inscrit dans la dynamique de la politique gouvernementale qui consiste à inviter et interpeller tous les acteurs, que ce soit étatiques ou non étatiques, à œuvrer pour la promotion d'un certain nombre de valeurs, à savoir la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Je ne savais pas que nous femmes, on pouvait se mettre ensemble dans la joie pour réaliser des activités d'intérêt commun. Grâce au cross, j'ai découvert certains acteurs de la ville. La clôture des activités est marquée par des matchs de football au cours desquels femmes et jeunes de Titao ont rivalisé d'ardeur dans une ambiance bon enfant. Dans la suite de ce journal, c'est un phénomène qui a la peau dure au Burkina Faso, les débits de boissons installés à proximité des écoles. Pourtant, le fléau est réglementé par des textes de loi qui fixent la distance autorisée à 400 mètres. Mais dans certaines localités, la réglementation est foulée aux pieds. Une école primaire et un lycée de la commune de Banfoura font face à ce phénomène. Les chefs d'établissement sont inquiets. Les images nous sont commentées par Archimède. L'espace de cette buvette dans la ville de Banfoura est confondu au terrain de sport de l'école primaire Ouest A et fait face au lycée privé Bagnenti. Cette position ne respecte pas la réglementation en vigueur au Burkina Faso qui prescrit une distance de 400 mètres entre les écoles et les débits de boissons. La situation préoccupe les chefs d'établissement de la localité. Vous savez, nous sommes en Afrique et ces gérants de débit de boissons, c'est leur pain quotidien également qu'ils cherchent. Il est souvent difficile de vouloir mettre un terme à leur activité de façon précipitée. Voilà pourquoi nous procédons par la sensibilisation. Et véritablement, quand nous sommes arrivés, nous avons rencontré l'ensemble de ces gérants de débit de boissons et nous avons posé des conditions. Et ces conditions, les gérants des débits de boissons disent les respecter. Nous n'acceptons pas les moins de 18 ans. Si c'est moins de 18 ans, c'est juste venir prendre ton sandwich ou bien ton laptop. Alors, hormis ça, c'est les personnes âgées. Toutefois, les responsables des écoles continuent la sensibilisation. Il nous appartient, nous, responsables de l'établissement de travail, à ce que nos élèves ne fréquentent pas ces différents débits de boissons. À l'interne, ici, avec les collaborateurs, nous travaillons à contenir les élèves dans l'enceinte de l'établissement pendant les heures de cours. Au-delà des heures de cours également, nous procédons par la sensibilisation pour leur faire comprendre que ce n'est pas des endroits idéaux pour les élèves. Des élèves que nous avons interrogés. On est venu manger Faroua. C'est notre temps de chocolat. Ceux-ci semblent conscients de la réglementation en vigueur et soutiennent faire la part des choses. Je vous le disais également en début d'édition, le nouveau sélectionneur national des étalons a dévoilé sa liste pour la double confrontation contre la Libye et le Niger, respectivement les 22 et 26 mars prochains en marge des journées FIFA. Une liste de 25 joueurs avec une absence remarquée de 3 cadres de l'équipe, le capitaine Bertrand Traoré et ses 2 vice-capitaines Issoufou Dayo et Hervé Kofi.
Une décision qui n'a pas tardé à alimenter la polémique. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel choix? On suit les explications de Brahma Traoré dans cet élément signé Bamouri Traoré et Luc Pagwege. Première liste du nouveau sélectionneur national Brahma Traoré. Le chercheur a fait appel à un commando de 25 joueurs pour les prochaines journées FIFA et les 2 matchs amicaux au programme face à la Libye le 22 mars et le Niger le 26 mars. On note des absents majeurs à cette première liste, dont les capitaines Bertrand Traoré, Issoufou Dayo et Hervé Kofi Kwaku. Bon, c'est ce que personnellement je pouvais faire. Parce que il faut se dire qu'il nous faut un gardien compétitif, un gardien remplaçant compétitif pour suppléer Hervé Kofi. Il faut. Voilà. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est-à-dire, tous les matchs, si c'est Kofi. Quand ça ne va pas marcher, quand Kofi sera indisponible, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que c'est le moment de mettre ces enfants en confiance, surtout dans les journées FIFA. Ils vont prendre des galons. Ils vont voir que la compétition, ce n'est pas seulement rester sur le banc. Il faut être dans le feu des actions. Ils vont apprendre. Ils sont en tout 11 absents de la dernière CAN Côte d'Ivoire 2023 de cette première liste de Brahma Traoré. Mohamed Ouedraogo, Salif Tieteta, Régis Ndo, Assami Traoré, Kader Ouattara et Clément Pitroapa sont les nouveaux appelés avec des retours de Franck Lassina Traoré, Abdul Razak Yoda, Ousseini Bouda et Mohamed Zégué Traoré. C'est mieux de les appeler tout de suite, de voir de quoi ils sont capables en équipe nationale. Voilà, c'est ce que j'ai dit avant de me fixer sur les choix. Il y a certains que je dois regarder, il y a d'autres que je connais très très bien, mais il faut regarder certains qui peuvent aussi apporter et renforcer le potentiel de l'équipe, augmenter le potentiel de l'équipe. Et vous êtes d'accord avec moi que Clément est un joueur hors du commun dans notre championnat. On a pris Zégué. Zégué fait partie des meilleurs gardiens de notre championnat également. Et il joue avec l'équipe qui est en tête du championnat. Bon, je pense que pour moi, ce n'est pas un problème. La première sélection de Brahma Traoré tombe moins d'une semaine après sa nomination au poste de sélectionneur national. Le chercheur a dévoilé son staff composé de 2 adjoints que sont Issa Balboné et Pierre Bazier. Mohamed Kaboré est entraîneur des gardiens et Hugues Wilfried Da, préparateur physique. Les 2 matchs amicaux prévus pour ces journées FIFA sont prévus à Casablanca, au Maroc. Dans un tout autre registre, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base milite pour l'introduction de l'éducation sociale et financière dans le curricula du post-primaire et du secondaire. Pour ces acteurs, cela permettra aux apprenants de mieux gérer leur vie sociale et financière. La problématique a réuni organisations et porteurs du projet à Zignaré au cours d'un atelier. Les détails avec Bamouri Traoré et Abdou Azissari. L'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité a toujours été un combat du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base. Réunis dans cette salle, ces acteurs veulent répondre aux besoins en termes d'offres sur le marché de l'emploi. Il s'agit en clair d'améliorer l'accès des filles et des femmes des régions d'intervention à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité permettant de s'adapter aux exigences et à l'évolution de l'environnement professionnel burkinabé et africain. Il est nécessaire d'introduire l'éducation sociale et financière dans l'éducation, dans les enseignements du post-primaire et secondaire, parce que cela va permettre d'outiller nos apprenants pour entrer dans leur vie active du point de vue social et financier, ce qui leur permettra de pouvoir planifier leurs dépenses et de pouvoir avoir une vie sociale bien rangée. Pendant 5 jours, des experts nationaux se sont penchés sur la problématique. Chaque unité d'enseignement a été passée au peigne fin. Il faut dire que de façon générale, l'éducation civique comme l'éducation sociale et financière, il y a déjà
des connaissances qui sont acquises. Mais au-delà de ces connaissances-là, ce que nous recherchons, c'est un changement de comportement. Un changement de comportement pour avoir des citoyens responsables et des citoyens critiques qui puissent construire la société burkinabé. Pour les acteurs de l'éducation sociale et financière, ce curricula permettra à l'ensemble des élèves burkinabés d'être encore plus productifs. L'objet de notre accompagnement, c'est vraiment arriver à intégrer les modules d'éducation sociale et financière dans les curricula pour que tous les élèves du Burkina Faso aient en tout cas la chance de pouvoir mener ce programme-là et apporter un changement de comportement qui va encore amener notre société à être plus positif et avoir un bon vivre. Cet atelier est financé à hauteur de 18 millions de francs CFA par l'ambassade des Pays-Bas à travers le projet Promesse. Les responsables du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest sensibilisent des journalistes, communicants publics et blogueurs burkinabés sur l'identification unique électronique. L'objectif est de mobiliser et impliquer ces acteurs autour de la mise en œuvre réussie du projet au Burkina Faso. Les détails avec Joseph Stéphanie Ouattara et Arsène Kolitame. Des journalistes, communicateurs et blogueurs sont à l'école de l'identifiant unique électronique. Cet identifiant est une sorte de numéro généré à partir des données démographiques dont le nom, le prénom, la date de naissance et des données biométriques comme la photographie ou l'image faciale. Il est affecté à chaque individu de façon permanente. Les participants sont présents à cet atelier afin de mieux s'imprégner de cet outil d'identification qui va être mis en place dans le cadre du WURI, projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Nous sommes conscients donc que pour réussir le projet, la communication est très importante. Ce qui explique donc que nous ayons convié donc, les journalistes, les communicateurs, donc, pour leur parler de notre initiative, pour leur permettre de comprendre la notion de l'identifiant unique et pour permettre donc de communiquer avec nous sur l'identifiant unique de la personne physique au Burkina Faso afin que nous puissions atteindre les résultats escomptés à la fin du projet. Conscients du rôle qui leur est demandé, les journalistes, communicateurs et blogueurs lancent séance tenante un réseau pour la promotion de l'identifiant unique. En tant que responsable de ce réseau de journalistes, je pense qu'avec les autres collaborateurs, nous allons travailler à ce que la population puisse avoir l'information exacte sur le projet qui œuvre dans le sens de l'identifiant unique de la personne physique. Parce que si les gens ne comprennent pas ce que c'est, ça va être difficile qu'ils adhèrent au projet. Et notre rôle, c'est de donner l'information vraie à ces gens, les avantages qui sont liés actuellement et dans l'avenir, pour que ces gens puissent être convaincus de la véracité du projet afin d'adhérer. Le programme WURI est mis en œuvre dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Bénin, le Togo et le Niger. Et puis pour finir, la Sofitex, Société burkinabé des fibres textiles, a un nouveau directeur général. Arsène Ghislain Somda remplace Boubacar Sidiki Babilé Seyé à la tête de l'institution. Sa mission, relancer la production cotonnière, un secteur dans lequel le Burkina Faso entend jouer les premiers rôles en termes de production et de transformation sur le plan continental. Majid Bakwa. Les rênes de la direction générale de la Société burkinabé des fibres textiles pèsent désormais sur les épaules de Arsène Ghislain Somda. Nommé en Conseil des ministres en sa séance du 6 mars 2024, le nouveau directeur général de la Sofitex est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général du ministère en charge du développement industriel. Monsieur Bruno Soukoun Arsène Ghislain Somda, au nom de Monsieur le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions du directeur général de la Société burkinabé des fibres textiles Sofitex. Ingénieur des techniques de développement rural, Bossokoum Arsène Ghislain Somda compte placer son mandat sur le plan stratégique 2024-2028 de la Sofitex. Son objectif principal est d'améliorer la production cotonnière,
tout en faisant preuve d'une bonne gouvernance. Je vous exhorte individuellement et collectivement à un engagement plein et soutenu pour les défis de relèvement de la production cotonnière dans ce contexte d'insécurité, de coûts élevés des intrants agricoles, d'endettement et de dysfonctionnement des GPC. L'atteinte de la prévision d'emblavure de 525 000 hectares pour la campagne agricole 2024-2025 sera notre premier chantier. On pourra la pousser à 550 000 hectares par la mobilisation de tous les producteurs qui n'ont pas pu prendre part au comité de crédit et en menant des actions qui amèneront les producteurs à se maintenir dans la culture du coton. Après 15 mois passés à la tête de la Sofitex, c'est avec le sentiment d'un devoir accompli que le directeur sortant cède son fauteuil à son successeur. Je repars satisfait avec l'espoir que la mission qui nous avait été confiée a été remplie en laissant le soin à mon prédécesseur de poursuivre ce qui reste encore à parfaire. Nous nous étions fixés pour objectif de travailler à accroître la production cotonnière, d'implanter au sein de l'entreprise un logiciel de gestion intégrée des flux financiers et de procéder au renouvellement du personnel. Pour ce qui est de la production cotonnière, nonobstant les conditions de sécurité difficiles que nous avons connues, nous pouvons estimer que les résultats atteints sont satisfaisants. Le directeur général entrant doit travailler à prioriser les intérêts généraux de l'institution, selon le secrétaire général du ministère en charge du développement industriel. Et pour cela, Arsène Ghislain Somda invite l'ensemble du personnel à faire preuve de collaboration. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Je vous donne rendez-vous en fin de semaine prochaine, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien.